Il y a deux panels où on va parler de la situation relative au don Canada et le deuxième panel parlera des changements qui touchent les milléniaux en particulier. Alors, on va commencer. La première question s'adresse à Nicole. Bon, quelles sont les tendances par rapport aux dons au Canada? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous ce matin. Je suis ravie de pouvoir partager les idées que nous avons décelées au sein de KCI. Nous sommes penchés sur cette question. Marnie Spears, notre présidente, et moi-même sont ici et nous avons réfléchi là-dessus et nous tenons ces conversations parce que régulièrement, on pose à nos clients ce qui leur préoccupe davantage, sur quoi ils veulent mettre l'accent. Et l'une des choses que l'on entend régulièrement, c'est de faire augmenter les recettes et de faire augmenter le nombre de dons faits à différentes organisations ou d'augmenter le nombre de donateurs. Alors, on voulait mieux comprendre ce qui se passait. J'aimerais établir le contexte en vous citant quelques chiffres. C'est difficile de se rappeler de ces chiffres, mais je vous indiquerai que sur la table, il y a le rapport trimestriel de notre KCI. Alors, je m'en tiens aux chiffres qui se retrouvent à la page 3 de notre rapport trimestriel. Mais pour avoir une bonne idée de ce qui se passe en ce qui concerne les dons au Canada, c'est difficile d'avoir une idée globale. Les T30, pour ce qui est des œuvres de bienfaisance, indique que les recettes pour ces œuvres de bienfaisance ont augmenté et en 2014, ça représentait 21,5 milliards de dollars que les œuvres de bienfaisance avaient obtenus en dons. Nous avons aussi des dons de l'ARC et l'ARC, sur une base annuelle, parle du nombre de Canadiens qui ont fait des dons et la valeur de ces dons. Donc, c'est une image mitigée, mais pour ce qui est du montant total des dons faits par les Canadiens, à l'exception de quelques années après la récession, eh bien, le montant des dons a augmenté. Et en 2015, nous avons dépassé le seuil de 9,1 milliards de dollars. Mais le pourcentage de personnes qui font ces dons, c'est 30% dans les années 90 et maintenant c'est 21%. Il y a aussi l'enquête sociale générale par rapport aux dons qui est effectué tous les 3 ans. Et en 2004, 85% des Canadiens ont indiqué qu'ils faisaient des dons. Et ceci, en 2013, était passé à 82%. Donc, c'est une réduction de 3%. Alors, ça veut dire 800 000 personnes de moins ont indiqué qu'ils n'avaient pas fait de dons à des œuvres de bienfaisance. Alors, j'aimerais aussi vous parler de quelques idées que nous avons pour ce qui est de l'explication de cette tendance. On ne fait pas de jugement, c'est pas une critique, c'est une observation que nous faisons. Nous constatons qu'il y a un changement de définition par rapport à la philanthropie et aux dons caritatifs. On voit que tout se démocratise dans notre vie et ça s'applique aussi au contexte caritatif. On ne pense pas que l'on doive donner de l'argent pour contribuer d'une certaine façon. S'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je peux mettre sur pied une page sur le web pour accueillir des fonds et apporter des changements et être bienveillant. Et donc, il y a une dévalorisation de l'expertise à l'échelle de la société et dans le domaine caritatif. Alors, c'est le secteur de la philanthropie fait soi-même. Et donc, c'est quelque chose que nous constatons
Et par conséquent, il y a des organismes caritatifs qui se comportent comme des entreprises et les entreprises qui se comportent comme des organismes caritatifs qui mettent sur pied leur propre fondation philanthropique ou dans le cadre de leurs activités commerciales, on fait un don. Je parle des chaussures Tom, c'est-à-dire quand on achète une paire de chaussures, Tom donne une autre paire de chaussures à titre caritatif. Et c'est la même chose pour Honey-O, les céréales Honey-O's où on essaye de protéger les abeilles. Mais il y a des organismes aux États-Unis qu'on a étudiés et on constate que Fidelity Charitable Gift Fund était l'organisme le plus important sur le plan caritatif aux États-Unis. Alors, il y a un changement de définition, la façon d'agir au niveau caritatif et notre compréhension de la philanthropie varie aussi parce que notre société est très variée. Je me souviens que Bruce McDonald de Imagine Canada m'a dit que la philanthropie et les dons caritatifs se retrouvent partout. Mais Marnie m'a dit une fois, lorsqu'on discutait de cette question, que c'est pas comme si les gens étaient chez eux, dans leur salon, et pensaient à faire un don. Et on a tendance plutôt à parler de nos prochaines vacances, de mettre de côté des sous pour acheter des immeubles. Et je sais que Bruce et Michel Benoît vont parler du projet en philanthropie individuelle. Donc voilà, ce sont quelques tendances dont on peut parler. Je rappelle ce que le gouverneur général vient de dire. Les choses vont bien. Nous ne croyons pas que les Canadiens soient moins généreux que par le passé. Et Conrad Sauville de la Croix-Rouge va nous le confirmer. On voit bien la réaction des Canadiens à l'incendie de Fort McMurray, par exemple. C'est un bel exemple de générosité. Cependant, en même temps, je pense que nous devons ne pas laisser tomber notre vigilance, comme l'a dit le gouverneur général. On ne doit pas se contenter du statu quo. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui se passent et il faut savoir comment les exploiter, comment transformer nos activités en fonction de ces choses. Tout d'abord, on doit continuer d'insister sur la pertinence de la philanthropie et du secteur philanthropique pour des communautés qui sont en bonne santé et qui sont prospères. Ensuite, il faut bien faire comprendre ce qu'est la philanthropie au pays. Il faut faire comprendre aux Canadiens qu'ils ont besoin de soutenir les organismes de charité de façon importante, bien au-delà d'un simple clic dans Facebook. Merci, Nicole. Merci pour votre ponctualité. Très intéressant dans ce que vous disiez. Ça, c'est de façon générale à travers le pays. Moi, je vais demander à Liliana, dans le cas de Québec d'abord, est-ce que ça se reflète? Et en plus, Centraide, quand on parle de do-it-yourself philanthropy, ça pose quand même un défi à une organisation comme Centraide, qui est justement un répertoire d'expertise sur ce qui se passe, les besoins dans la communauté. Alors, Liliana, qu'est-ce qui se passe? Alors, y a-t-il vraiment de la musique qui part après 7 minutes? Oui, après 7 minutes, il y a la musique. Alors, oui, le Québec est différent. On a une culture philanthropique qui est issue de notre histoire. Vous le savez, un passé catholique, une solidarité communautaire, un État-providence qui supporte encore le tiers secteur. Et pour nous, on a des politiques sociales, des programmes sociaux, et on croit encore fortement que c'est la responsabilité de l'État qui fait du Québec la province la plus taxée, la plus imposée, qui amène aussi une société un peu plus égalitaire. Et par contre, on est un peuple de contradictions, on le reconnaît. Et il y a un livre qui a été écrit, et en anglais, ça s'appelle Cracking the Quebec Code, que je vous recommande pour essayer de mieux nous comprendre. Parce que oui, on est la province où est-ce qu'on considère qu'on est le plus croyant, mais on est les moins pratiquants. On considère aussi que l'éducation est la chose la plus importante. Par exemple, nos frais de scolarité pour l'université sont parmi les plus bas au Canada, mais on a le taux de décrochage au niveau du secondaire le plus élevé et un taux de diplomation universitaire en dessous de la moyenne canadienne.
Puis, notre rêve québécois collectif, c'est d'éliminer la pauvreté. Par contre, oui, on le sait, selon l'Agence de Revenu Canada, le don médian des Québécois est de 130 $ comparativement à 300 $ au Canada et 19% des Québécois font un don comparativement à 21% des Canadiens. Alors évidemment, on se questionne collectivement sur ça, pourquoi les Québécois se comportent comme ça. J'ai avec moi des documents de l'Institut Mallet où est-ce qu'on réfléchit collectivement à ces questions-là. Je vous invite à étudier leur publication, c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a plein d'hypothèses, notre religion, l'État-providence, mais aussi le fait que le bénévolat s'exprime collectivement différemment. On a des mouvements collectifs, on se rappelle du printemps érable, et on a par contre, et moi j'aimerais connaître les données, si on extrayait des dons dans le ROC, le Rest of Canada, de tout ce qui se donne aux communautés religieuses et aux organismes religieux, qui représente 40%, je pense que le Québec serait à peu près pareil que le reste du Canada. Donc, je dirais que ça, c'est une différence majeure. Ceci étant dit, ces tendances philanthropiques-là, dans le reste du Canada et au Québec, sont sensiblement les mêmes. Donc, évidemment, on est affecté par les changements générationnels importants. Les jeunes, on le sait, ils philanthropent comme ils consomment. Les femmes, à salaire égal, vont donner moins que les hommes, même si 50% des femmes donnent comme 50% des hommes. Les communautés culturelles, les premières générations vont envoyer de l'argent au pays d'origine. Et c'est à la deuxième génération, et j'en suis un parfait exemple, où est-ce que là, on s'investit dans notre communauté d'accueil. Évidemment, l'évolution dans les milieux de travail nous affecte aussi beaucoup. La mobilité d'emploi, le fait que les milléniaux ont plus de loyauté envers leur cercle d'amis de Facebook, contrairement aux baby boomers qui avaient une loyauté envers leur employeur. Puis on sait, les départs à la retraite massifs font que les baby boomers ont des revenus qui diminuent. Puis finalement, au Québec, on commence à sentir ce qui se passe intensément aux États-Unis, où est-ce que j'étais il y a 2 semaines, à savoir la privatisation du secteur avec des acteurs comme Benevity, FrontStream, qui envahissent, gérant entre guillemets, notre territoire. Les Donor Advice Funds, comme ceux de Fidelity ou bien de McKinsey. Les entreprises sociales versus les organisations communautaires. Le financement social qui commence à s'implanter. La démocratisation de la philanthropie, comme on l'a évoqué. L'importance des médias sociaux, le crowd fundraising. Tout ça, ça bouleverse rapidement notre environnement, mais ça nous appartient à nous de nous y adapter. Alors, vous savez, les Centraides, les United Way, c'est l'outil privilégié que la collectivité s'est donné pour répondre aux besoins de sa communauté. Puis chacun a sa couleur, puis au Québec, tous les Centraides ont fait le choix de faire un focus sur l'élimination contre la pauvreté et de l'exclusion sociale. Ce qui nous positionne, entre autres à Montréal, comme un expert social dans ce domaine-là. Et ce qu'on a pu, grâce à ça, développer, et je vois un de nos partenaires privilégiés, la Fondation Chagnon ici, développer un programme en co-construction avec eux et 8 autres fondations, le projet d'impact collectif, avec la Ville, avec la Direction de la santé publique et la Coalition montréalaise des tables de quartier, pour accélérer le changement et la transformation dans nos quartiers, pour réduire cette pauvreté qui, quelquefois, est un peu trop structurelle, malheureusement. Alors, ce nouveau modèle de philanthropie collaborative, pour lequel on a une enveloppe entièrement philanthropique de 22 millions sur 5 ans, est très innovatrice et on en apprend tous les jours. Et en l'espace d'1 an, cette approche de don transformationnel, pour nous, à Centraide, nous a permis de travailler pour les réfugiés syriens. Je sais que la Croix-Rouge le fait de façon aussi intensive, mais aussi de réagir aux événements tragiques qui ont eu lieu à Québec en janvier dernier. Et 22 institutions financières se sont ralliées et ont créé le Fonds Inclusion et ont confié à Centraide le soin de s'assurer que dans nos écoles, les jeunes soient ouverts à la diversité et à la différence. Évidemment, dans les milieux de travail, et ça c'est constant à travers le Canada, l'important,
Et Monsieur le gouverneur général, vous l'avez dit, il faut raconter une histoire. Il faut que les gens sachent l'impact de leur contribution, comment ils peuvent changer des vies, comment ils peuvent transformer leur communauté et de bâtir des communautés d'entraide. Et pour ça, à Centraide, à Montréal, on a développé la génération C pour que les jeunes milléniaux aient du fun en donnant, s'assurer que les femmes se retrouvent en groupe pour pouvoir collectivement impacter la vie de d'autres femmes. Et donc, c'est d'innover constamment. Did I do it in 7 minutes? You did, I think. J'ai fait ça en 7 minutes. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton déclencheur, malheureusement. Marina, Canada Helps est en soi une innovation qui résulte du secteur des dons de charité. Au début, on voyait la chose comme un immense pari. Comment est-ce que la technologie a changé la façon dont les Canadiens donnent maintenant? Je pense que quelqu'un a dit que la transformation, notre dépendance nouvelle pour la structure numérique est maintenant complète, et je pense que c'est vrai. Quand je regarde les technologies en évolution rapide et leur effet sur le don de charité, je vois que le domaine est très complexe. Les limites entre différentes entités s'effacent et on retrouve des leviers structuraux très différents maintenant. On travaille avec beaucoup de petits organismes de charité, presque 17 000. La plupart de ces organismes sont très petits au Canada. Alors, quand je rends visite à ces organismes, je me soucie de leur capacité avant tout. Parce que dans la plupart des cas, ils n'ont que de très faibles capacités de bien comprendre l'impact des technologies et d'en profiter. Or, je pense que ces 2 points vont devenir absolument critiques pour l'avenir. Je me demande combien de ces organismes vont survivre, d'ailleurs, parce que tout ce dont on a parlé est vrai. On parle du sociofinancement, pas du financement de personne à personne, mais du sociofinancement. Il est devenu extrêmement populaire maintenant. J'ai travaillé dans le domaine des affaires pendant des années. Je n'ai jamais vu un segment ou un nouveau marché émerger aussi rapidement pour devenir un marché de plusieurs milliards de dollars en très peu de temps. Quand je pense à GoFundMe, par exemple. La plateforme pour le financement personnel, la principale, elle a été créée en 2010 et elle a obtenu près de 4 milliards de dollars depuis. Quelle entreprise pourrait faire de même? Par 25 millions de donateurs. Et très récemment, la plateforme a acquis une autre plateforme qui s'appelle Crowdwise aux États-Unis, qui, l'an dernier, a produit près de 200 millions de dollars. Or, l'entreprise n'a commencé qu'il y a que quelques années. Donc, mes données pour 2014 disent que le sociofinancement, c'est un marché de 35 milliards de dollars au niveau mondial et 17 milliards en Amérique du Nord. La Banque royale estime qu'en 2020, ce n'est pas très loin, le sociofinancement atteindra le 100 milliards de dollars. Il croît partout, en Asie, en Europe, surtout dans les pays où on n'a pas une structure de charité très forte. Il y a 2 ans, on comptait 400 de ces plateformes il y a quelques années. Maintenant, il y en a des milliers. Le PDG de GoFundMe va dire qu'il ne pense pas que tout l'argent qui arrive pour des causes personnelles a remplacé le don de charité. Mais il a créé une espèce de strate qui est très commune maintenant. J'ai déjà publié des magazines canadiens qui ont gagné des prix. Et quand Internet est arrivé, je peux vous dire que le changement se moque bien du passé.
Si quelqu'un m'avait dit que le journalisme tel que je le connaissais allait quasi disparaître aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Ça m'a paru impossible. Il y a donc quelque chose d'intéressant à propos du changement. Je pense personnellement que le sociofinancement est là pour rester. Il dépend de plusieurs facteurs dont on a déjà parlé. Le don en ligne en soi va devenir la méthode de faire des dons de charité qui sera dominante au cours des prochaines années. À l'heure actuelle, le don en ligne, je n'ai pas de données précisément canadiennes à ce sujet, mais en Amérique du Nord, il représente 26 à Canada Helps, on voit que presque le quart des dons vient par téléphone mobile. Donc, le don en ligne croît plus vite que le don en général. Il va donc devenir une méthode dominante de faire des dons de charité. Deuxièmement, il y a la question des milléniaux dont on a parlé quelque peu. Une chose fondamentale à ce sujet, ils veulent une distribution d'influence latérale et directe. Ils ne veulent pas passer par des institutions. Et il est vrai que les milléniaux font partie de la génération qui va constituer plus de la moitié de la main-d'œuvre canadienne en 2020. Mais c'est la génération qui s'intéresse à faire du monde un meilleur endroit où vivre. Ils veulent vraiment avoir un effet là-dessus. Ils s'intéressent beaucoup aux causes, pas aux organismes de charité, pas aux institutions. C'est un peu cynique à dire dans ce contexte, mais la marchandisation agit beaucoup pour eux. Est-ce que la cause qui les intéresse dépend d'un organisme de charité ou d'un ami? Ils ne s'y intéressent pas vraiment. Ils ne comprennent pas vraiment le secteur à but non lucratif, le secteur à but lucratif. Pour eux, c'est la même chose un peu. Et ils connaissent bien le numérique. Ils ont grandi avec les médias sociaux. Donc, pour eux, ce qui compte, c'est comment on peut réagir et comment on peut mettre en commun. Donc, la combinaison du partage par les plateformes électroniques et du commerce en ligne, pour eux, c'est quelque chose de quotidien. Je pense que les changements qui s'en viennent seront très intéressants. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui s'enrichissent grâce à la philanthropie personnelle. Voilà pourquoi également tout le monde lance sa plateforme de technologie. On a une plateforme de financement en tant qu'organisme de charité. J'aimerais bien concurrencer ces personnes. On ne peut pas investir massivement dans les technologies, mais on a quand même une bonne plateforme et elle connaît une croissance également. Elle représente 10 de ce que nous faisons maintenant et le chiffre est en pleine croissance. Donc, il est question d'influence entre pairs. Le monde est entièrement différent de ce point de vue. Et c'est ainsi que les choses vont rester, je pense. On peut dire qu'il y a un paradoxe parce que les gens se préoccupent d'efficacité, de l'effet de leurs dons, mais ils donnent leur argent par ces plateformes. Est-ce qu'ils sont fous? J'ai un client du nord de l'Ontario qui m'a téléphoné en pleurant en disant « Marina, j'ai fait une grande erreur. Au lieu d'utiliser votre plateforme, j'ai utilisé GoFundMe et je ne sais pas où se trouve mon argent maintenant. Personne ne répond à mes appels. » Ben oui. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ben voilà, c'est très intéressant. Passons à Conrad de la Croix-Rouge. Vous êtes en première ligne à bien des égards et vous avez une expérience remarquable l'an dernier. Comment est-ce que la Croix-Rouge se débrouille dans ce nouveau contexte? Merci, Tim.
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses dont on a parlé et qui agissent tout ensemble. Prenez l'évacuation de Fort McMurray, par exemple. Je vais parler un peu de l'événement. Et je vais parler de la façon dont la Croix-Rouge se réorganise. Parce qu'on considère la Croix-Rouge, on voit ce qu'elle fait, mais on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. On parle beaucoup de technologie qui transforme tout le domaine. Moi, je reviens de Fort McMurray. On a évacué une ville au complet. On n'a jamais vu ça au Canada auparavant. Et la chose a grandement ému les Canadiens. Fort McMurray, maintenant, tout le monde peut vous raconter une histoire à propos de son évacuation. Tout le monde s'est fait dire à 2 heures d'intervalle qu'il devait partir. Mais on n'a pas dit quand il pourrait revenir, ni ce qu'il trouverait quand il reviendrait. Il y a des grands changements ici. Je prends un peu de recul. La Croix-Rouge canadienne a grandement changé sa structure et on s'est posé des questions à propos de la façon dont nous sommes structurés pour répondre aux besoins des personnes. Est-ce qu'on se concentrait trop sur notre structure interne? Nous avons voulu créer une organisation partout au Canada. Or, nous dépendions beaucoup des directions générales, des structures provinciales et nationales. Est-ce que c'était la meilleure façon de servir les Canadiens? Nous avons donc créé une structure plus globale en gardant une présence régionale. À la Croix-Rouge, on s'est toujours occupé d'enregistrement. Quand les gens doivent quitter leur maison, par exemple, on les enregistre dans les différents foyers d'accueil. Pour Fort McMurray, les gens sont dispersés partout en Alberta. Beaucoup sont rentrés dans les maritimes. 5 000 des 90 000 personnes évacuées se sont retrouvées à Edmonton dans des abris, dans des foyers d'accueil. Mais ce qui a grandement changé les choses dès le départ, c'est que la province a demandé à tout le monde de s'inscrire auprès de la Croix-Rouge. Ce qui est la façon normale de faire les choses. Nous avons créé 13 centres d'appel qui étaient partout au pays. Et nous avons inscrit 90 000 personnes, ont reçu 174 000 appels par nos centres d'appel les premières semaines. Ce qui vous donne une idée de l'ampleur du mouvement. Pour la collecte de fonds, également, nous sommes habitués à la chose. Les motivations pour lesquelles on donne sont toujours les mêmes. Mais l'échelle peut différer selon les événements. La première semaine, nous avons tenu une conférence de presse pour dire qu'on avait obtenu près de 50 millions de dollars. Quels étaient les besoins des personnes évacuées à ce moment-là? Elles avaient besoin d'argent. Et cet argent arrivait de partout au pays. Nous avons créé un transfert d'argent par courriel, ce qui était nouveau. On ne l'a pas fait nous-mêmes. On s'est adressé au vice-trésorier de la Banque mondiale pour lui demander s'il ne pouvait pas effectuer un transfert de 50 millions de dollars à 80 000 personnes par Internet. Il a dit, on n'a jamais fait ce genre de choses-là, mais ça peut se faire. C'est notre seule solution, pourtant. On a créé une équipe de 12 personnes et les choses se sont faites. On a fait le plus grand transfert monétaire, non seulement de l'histoire canadienne, mais de l'histoire mondiale. Personne n'a jamais fait transférer 50 millions de dollars en comptant par Internet. Il faut savoir comment aider les gens immédiatement. Pour les changements de comportement maintenant, ils sont importants aussi. Il y a eu une hausse pour les médias sociaux de 16 dès le départ. On avait du personnel à temps plein pour répondre aux appels qui venaient par les médias sociaux. Les médias sociaux permettent de communiquer, de réduire les tensions, de résoudre certains problèmes parfois. L'un des changements qu'entraîne la nouvelle génération, c'est qu'une fois de temps en temps, j'obtiens des donateurs qui ne sont pas contents. Ce sont des gens de notre génération, ils m'écrivent une lettre. On a reçu beaucoup de ces lettres. Mais les jeunes n'écrivent pas de lettres.
Ils envoient des messages dans les médias sociaux et certains ont 20 000 amis. Quand ils ne sont pas contents de ce que vous voulez faire, à ce moment-là, il faut s'adresser à eux pour résoudre le problème. Voilà donc quelques-uns des principaux aspects. On peut faire des dons par texto. Les gens réagissent de la même façon. Quand on parle de ce qui est encourageant du côté des dons de charité, les Canadiens donnent de partout. 185 millions de dollars sont arrivés en dons individuels. « 100 millions sont venus du gouvernement fédéral et 30 millions du gouvernement de l'Alberta. On a eu un chèque de 5 000 $ de Ottawa-Piscat où on a déjà travaillé. C'était très émouvant. Et une famille syrienne a donné son premier mois d'allocation. Nous, de la Croix-Rouge, nous savons que les Canadiens ne donnent pas nécessairement à la Croix-Rouge, mais ils peuvent donner par la Croix-Rouge pour les gens de Fort McMurray. Nous avons créé un fonds de 50 millions de dollars pour les organismes communautaires locaux. On n'a pas créé une nouvelle structure. On travaille avec Centraide, les Premières Nations et le secteur des entreprises de Fort McMurray. On a créé un comité à ce sujet. Mais il a fallu agir vite. La majeure partie des fonds sont transférés directement aux personnes qui sont touchées, mais nous avons créé également un fonds de 30 millions de dollars pour des petites entreprises qui ont perdu le plus dans ce genre d'événement. Et elles font partie de la communauté en tant que telle. On comprend bien les défis que vous avez énoncés. Maintenant, les gens peuvent donner par Facebook. Est-ce que nous sommes structurés pour profiter de cette opportunité? Il faut créer une structure de soutien pour la collectivité à l'intérieur de quelques semaines seulement. Tout a été fait en ligne. Le soutien aux petites entreprises est passé par une plateforme qu'on a dû créer en 2 semaines. Et la structure de soutien doit être vue comme équitable, juste pour la collectivité. Pourquoi aidez-vous certaines personnes et dans quelle mesure? C'était assez difficile tout ça, mais en même temps, on a vu la même réaction. On doit être prêt à accroître l'échelle des activités et utiliser la technologie est une très bonne solution à ce sujet. Quand on parle de donner, on présume qu'il est question d'argent, mais tous nos panélistes ont mentionné également la confiance. Comment est-ce que les organisations conservent la confiance des gens? Comment est-ce que la technologie change la capacité des gens de faire confiance? Je vais vous donner l'occasion à chacun de poser une question à l'autre, mais j'aimerais bien que les gens de la salle posent leurs questions également, et les gens en ligne aussi. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de poser une question. Y a-t-il quelque chose de très important que vous avez entendu et pour lesquels vous aimeriez avoir des détails? Très bien. Si vous me boudez. Je vous demande de les poser maintenant. Et pour ceux et celles qui sont en ligne, eux également sont invités à envoyer leurs questions. I have to really stretch around. Bon, là, je dois me tordre le cou, oui. Question inaudible. Réponse. On a des statistiques à ce sujet. Oui, pour le programme d'appariement, Ron Orion, qui s'occupe de la collecte de fonds ici, a des statistiques là-dessus. Je ne les ai pas en tête moi-même, mais les dollars envoyés par l'entreprise privée ont également eu un grand effet. Et puis, il y a le facteur de confiance envers la Croix-Rouge qui compte pour beaucoup également. Mais la chose a un impact direct, c'est certain, dans notre domaine.
nous n'avons toujours que quelques semaines pour tout mettre en place. Notre collecte de fonds s'est activée au bout d'une heure après le début de la catastrophe. La plateforme était en état de fonctionner, toutes les pages étaient là, mais il a fallu agir très vite. Merci pour vos commentaires. Conrad et Marina, j'aimerais qu'on parle de technologie. Elle est essentielle, mais elle comporte de nombreux défis. Marina, vous les avez bien décrits. Vous aussi, Conrad, vous avez fait preuve de beaucoup d'efficacité. Il a fallu planifier à l'avance pour en arriver là. Quels sont les besoins en ressources du secteur à ce sujet? Est-ce qu'on peut être concurrentiel lorsqu'il s'agit d'aider le public par les nouvelles technologies? Oui, nous le pouvons. Du point de vue de l'expertise, de la passion, de la capacité de résoudre des problèmes, du talent, du dévouement. Mais tout est une question de ressources. C'est fort ironique pour moi. J'ai passé la majeure partie de mon temps dans le domaine des affaires à traiter de technologie et de commerce en ligne. Si j'étais capable d'avoir accès à davantage de capital, je pourrais faire bien davantage pour les petits organismes de charité. On ne peut continuer de voir les organismes de charité et l'investissement en ces organismes comme quelque chose de simplement désirable. Je ne pense pas que les attitudes changent, malgré le fait que beaucoup d'entre nous passent leur temps à parler du besoin de changement. Je ne sais pas comment on peut obtenir de tels changements. Je pense qu'on peut être concurrentiel, mais je ne peux être concurrentiel quand il s'agit de ces plateformes de financement qui sont en plein essor. Nous travaillons déjà beaucoup. Conrad? Vous avez mentionné deux choses. Ce qui est important, c'est tout d'abord la confiance qu'ont les Canadiens en nous, l'innovation. Bon, on parle d'innovation de technologie, mais un des obstacles technologiques se trouve dans nos structures mêmes. On pense que nos structures sont permanentes et qu'il faut les structurer d'une certaine façon. Cependant, la nécessité a fait en sorte qu'on fasse ce transfert de 50 millions de dollars puisque nous n'avions pas le choix et nous avons dû agir rapidement. Vous savez, de l'extérieur, ça paraît bien, mais c'est une structure un peu chambranlante. Il faut nous réorganiser et on ne veut pas être laissé en marge lorsque cette technologie arrivera. Oui, on peut faire concurrence, mais il faut se poser la question, sommes-nous coincés par nos propres structures? Puis je vais en profiter, je vais faire du 3 dans 1. Je vais répondre à ta question sur la confiance. C'est sûr que la crédibilité, la réputation d'une organisation joue pour beaucoup. On le voit dans tous les sondages, lorsque la confiance est là, et souvent les organismes sans but lucratif sont dans le top de la liste. Vers quelle institution avez-vous confiance? Mais il y a beaucoup de word of mouth qui vient avec ça. Donc, il y a souvent un buzz autour d'une organisation si elle performe bien. Et c'est certain qu'on est tous interreliés. Lorsqu'il y a un scandale dans une organisation, l'ensemble du secteur est affecté. Et ça, il faut avoir une solidarité de secteur par rapport à ça. C'est très important. Je vais répondre à la question du monsieur sur le jumelage. Qu'il provienne du gouvernement ou de toute autre source, c'est sûr que l'effet de levier est toujours un incitatif pour les donateurs. Je sais que dans les United Way, dans les centraides, souvent nous avons des grands donateurs qui s'engagent à jumeler le don de d'autres personnes. Et ça, c'est certain que pour un donateur, de savoir que son dollar va en faire 2 ou 3 fait une différence immense, ainsi que tous les incitatifs fiscaux, évidemment. Question de technologie, c'est évident que chacun d'entre nous, tout seul dans notre coin, on ne peut pas être compétitif avec le secteur privé. Alors nous, au Centraide United Way,
on rassemble nos efforts et nos ressources, et c'est ensemble, c'est pas individuellement qu'on va arriver à faire quelque chose. Et c'est un peu le message que je donne aussi. Nous, on soutient 350 organismes dans le Grand Montréal, et je leur dis, il faut que vous vous rassembliez pour optimiser les ressources, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Merci. Nicole? And I just want to quickly pick up on the point about Oui, j'aimerais revenir à la question de la technologie et notre capacité de concurrencer. C'est ce qu'on entend toujours de nos clients. C'est un de nos plus gros obstacles, c'est qu'il faut investir dans la technologie. Cependant, il y a vraiment beaucoup de pression pour que les organismes de bienfaisance ne fassent pas ce genre de dépenses. C'est un grand enjeu, mais c'est ce dont personne ne veut parler. Parce qu'on ne peut pas faire ce dont on parle à moins de faire un investissement. C'est très difficile pour les organismes de le faire. En ligne, comment est-ce que les médias sociaux influencent la philanthropie? En fait, c'est une question qu'on va poser justement avec le deuxième panel qui touche vraiment sur les changements avec nouvelle génération de donateurs, etc. Donc, je vais mettre cette question à côté. In the room? Yes. Dans la salle? Combien croyez-vous ou dans quelle mesure croyez-vous que la concurrence entre nous peut être nuisible ou plutôt bénéfique? Croyez-vous que ça améliore les choses? Moi, je ne crois pas que je veuille un secteur de bienfaisance qui soit du genre staliniste, c'est-à-dire à une seule source. Nicole, oui, je vais commencer. Alors, lorsqu'on a songé à cette question de concurrence, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup dans notre secteur parce qu'on n'aime pas se voir sous ce jour. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. On a concurrence entre nous, pour le temps, l'argent, etc. Mais pour ce qui est de cette question de concurrence, eh bien, elle n'est plus simplement entre nous, mais il y a également la concurrence, comme Marina l'a mentionné. Bruce et moi en avons parlé à plusieurs reprises, à savoir comment nous définissons la générosité, et ce n'est pas la façon nécessairement que définissent les Canadiens ce terme. Je me souviens qu'il y avait une émission à la télé, Veronica Mars, et ils ne pouvaient trouver du financement. Ils ont fait du financement social. Ils ont pu réunir ou colliger une grande somme d'argent en peu de temps. Et ça se trouvait aux nouvelles de la CBC. J'écoutais cela pendant que je conduisais et je me suis dit, eh bien ça change la donne pour nous. On fait concurrence non seulement à d'autres organismes, mais pour une collecte de fonds pour un film, par exemple. Alors, ça donne une idée du contexte pour ce qui est de la concurrence. Et j'aimerais conclure en disant qu'il faut continuer à prouver notre pertinence et faire des liens avec cette évaluation de l'expertise. Il nous faut encore des organisations telles que Centraide et la Croix-Rouge. On ne peut pas survivre sans eux. Encore une fois, si je regarde les événements récents à Fort McMurray, il est intéressant de voir quelle est notre valeur ajoutée à la Croix-Rouge. Nous avons établi une nouvelle relation avec Centraide à Fort McMurray, avec les banques alimentaires et ainsi de suite. On a parlé de technologie, mais ça, c'est un outil. Le grand enjeu, c'est la culture organisationnelle. Alors, si vous intégrez la technologie, cette technologie amène une nouvelle culture. Si vous ne changez pas la culture, ça ne marchera pas. Et c'est une façon différente de voir la façon d'optimiser les fonds. Aussi, il faut obtenir l'information directement de ceux qui ont besoin de votre aide. Inaudible. Voilà, c'est la technologie qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce que je parle trop?
Alors, plutôt que d'aller dans ce secteur et dire voilà ce dont ils ont besoin, eh bien, nous adaptons en fonction des besoins directs des personnes. Moi, j'aimerais revenir à la question de la concurrence. Comme Conrad l'a dit, pour ce qui est des liens avec les autres organismes, il y a également la collaboration. C'est ce que nous disent les donateurs. Les organismes de bienfaisance devraient peut-être miser davantage là-dessus. Vous avez une question? Oui, j'ai bien aimé le commentaire. Je crois que c'est Marina qui a dit que les Mignot parlent d'influence directe et liée à... L'importance de raconter l'histoire. So it's a sort of a two-part question. Alors, c'est une question à deux volets. Ça revient à la question de la confiance et de l'expérience à Fort McMurray. J'ai une question très précise. Croyez-vous qu'il y a une différence pour la Croix-Rouge? C'est-à-dire ce que vous devez faire pour gagner la confiance après un événement, puisque vous êtes appelé à agir rapidement après des catastrophes. Perhaps. Par rapport à d'autres domaines de philanthropie où vous avez besoin d'un soutien permanent ou continu et les petits organismes qui doivent faire des heures supplémentaires. Voyez-vous une différence? Pour revenir aux commentaires sur les milléniaux, ce qui est vrai, c'est cette partie latérale, mais cette partie également qui est très directe. Comment peut-on insérer cette confiance? Comment peut-on raconter l'histoire pour assurer la transparence, car les gens cherchent une authenticité et contrer ainsi le modèle d'affaires? Réponse. Il faut que les choses changent et je pense qu'on doit insister. Il y a de bonnes discussions, de bons dialogues dans le secteur. Nous ne sommes plus les entrepreneurs sociaux, nous sommes maintenant les innovateurs sociaux. Il est très important et on en parle beaucoup, mais je crois que c'est un élément indispensable, c'est-à-dire la restructuration, de présenter autrement ce que nous faisons et l'impact que nous avons. Je crois que la raison pour laquelle les plateformes de sociofinancement sont très populaires, bon, il y a les milléniaux. Dans plusieurs études que j'ai lues, les milléniaux veulent avoir un impact et sont préoccupés à savoir si les fonds qu'ils donnent, les dons qu'ils font, arrivent aux personnes qui en ont besoin. Alors, la plateforme peut être une solution dans une certaine mesure, puisqu'ils peuvent avoir un lien direct avec la personne et ils connaissent votre récit et ils se sentent bien d'avoir fait ce don parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je ne suis pas en train de faire un don à une institution et je dois leur faire confiance qu'ils vont donner l'argent à la personne qui en a besoin. On doit dire qu'il y a une grande partie qui va aux organismes de bienfaisance. Les organismes peuvent y arriver. Il faudra acquérir des compétences et réfléchir à la question, mais c'est une des raisons pour laquelle le sociofinancement a bien fonctionné parce que on a retiré l'intermédiaire ou l'institution. La personne que vous aidez se trouve plus directement devant vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est nuisible pour les autres. C'est ce que nous pensons ici. Ça ne veut pas dire que les gens qui font un don en direct ont nécessairement cette réflexion. Mais je pense qu'il faudrait faire davantage avec ces nouvelles plateformes pour, en plus de la confiance et les autres éléments, obtenir plus de dons. Inaudible pour l'interprète. Alors, nous appuyons toujours les Canadiens, mais ce n'est pas visible.
Pour répondre à votre question, eh bien, nous participons de façon continue. Moi, je vois les parties non tangibles de l'organisation, ce que ça symbolise pour les Canadiens. Essentiellement, c'est un moyen qu'ont les gens de pouvoir donner. Est-ce que nous arrivons également à faire en sorte que les Canadiens ont confiance en nous? Il y a la structure, le personnel, et il me reste un troisième point. Je me sens comme un candidat à la présidence. J'ai oublié mon troisième point. Ah oui, vous savez ce qui lui est arrivé à ce candidat qui a oublié son troisième point? Mais pas juste les milléniaux, ils veulent vivre une expérience. Et on le sait, pour eux, faire un don, écrire un chèque, c'est pas la façon la plus significative de contribuer à la communauté. Donc, non seulement ils veulent donner de leur temps, mais que ce soit significatif, ils veulent le faire en socialisant en même temps, virtuellement et réellement, puis ils veulent avoir du fun en le faisant. Donc, il faut arriver à trouver la recette qui combine tous ces éléments-là pour que là, ils passent à l'acte du don, mais c'est un processus, je dirais, intense. Je vais peut-être juste, Tim, si je vais revenir sur la question. Je pense que la troisième partie, it's a relationship. Il faut que, quand la Croix-Rouge, quand les gens donnent pour Fort McMurray, on a une responsabilité qu'ils aient eu une expérience positive parce qu'ils ont donné à travers nous et qu'ils sentent que ça a eu un impact puis ça a de la valeur. Donc, je vais revenir. Donc, pour les jeunes, c'est la même chose. Donc, ça vaut la peine de donner. Parce qu'autrement, si on rate, si on réussit pas, ils vont dire c'est ça vaut pas la peine, je vais donner ailleurs. Donc, la confiance se bâtit avec l'expérience. D'accord, merci. I warned you that... Merci. Je vous avais bien dit que nous aurions pu avoir ce panel toute la journée. Cependant, nos panélistes seront là toute la journée, pendant le repas également. Vous pourrez leur poser des questions. Je sais que c'est très frustrant puisque vous avez peut-être beaucoup de questions à poser, mais nous allons aller plus loin, à savoir que pense la nouvelle génération pour ce qui est des dons. Et nous allons le faire avec le second panel. Alors, je vous invite à prendre une pause de 15 minutes. Nous allons reprendre à 10h30. Merci à nos panélistes.